Vous êtes diplômé de l'IEP, de l'ENA promotion Charles de Gaulle. Vous choisissez à la sortie de l'ENA l'éducation nationale, qui est quelque chose d'assez peu courant pour des diplômés de cette école. Vous arrivez aux commandes d'Air Inter en 1990, vous avez 47 ans, vous y restez 3 années. Ensuite, vous êtes conseiller industriel de François Mitterrand, puis vous voilà chargé de mission auprès d'Édith Cresson, commissaire européen chargé des sciences, et cela en 1993. Et de l'éducation, excusez-moi. Vous êtes ensuite récupéré, entre guillemets, par Claude Allègre comme chargé de mission aux emplois jeunes. Commence ensuite votre aventure dans la belle entreprise qu'est Air France. En septembre 1997, vous succédez à Christian Blanc et vous vous installez aux commandes d'Air France et vous vous retrouvez assez vite à essuyer une grève des pilotes. Vous négociez l'échange salaire contre des actions et refusez pour la première fois de payer les jours de grève. Donc une première au sein de l'entreprise que vous passez, pour lequel vous n'avez pas trop de soucis par la suite. Ensuite, deuxième grande épreuve, c'est le crash du Concorde. Là, tout le monde souligne votre capacité à trouver les mots justes, votre sensibilité, et tout cela renforce votre légitimité à la tête de l'entreprise. Vous organisez la privatisation partielle d'Air France en 1999, puis en 2004 le rapprochement avec la société néerlandaise KLM, ce qui conduit à la privatisation d'Air France. On y reviendra tout à l'heure. De janvier 2009 au 17 octobre 2011, vous êtes remplacé par Pierre-Henri Gourjon à la tête d'Air France KLM, un poste que vous récupérez en tant que PDG à la suite d'un conseil d'administration extraordinaire. Au total, vous avez passé 16 années à la tête d'Air France KLM, Air France, qui donc vient, elle, de fêter ses 80 ans. Donc c'est une vieille dame qui aujourd'hui a comme dirigeant Alexandre de Juniac et qui connaît une actualité un petit peu douloureuse, qui est marquée par le plan de restructuration Transform 2015, qui doit permettre à Air France KLM de retrouver l'équilibre et de renouer avec les bénéfices d'ici 2015, mais cela via un plan de départ volontaire. Alors, quel homme êtes-vous? Alors, pour préparer ce portrait, j'ai sollicité un certain nombre de confrères, j'ai regardé un peu ce qui avait été écrit sur vous. Et alors, tout le monde vous présente. Alors ça, c'est pas très nouveau, mais vous êtes haut fonctionnaire, fidèle serviteur de l'État, vous avez servi sous des gouvernements de gauche, mais vous êtes très apprécié également à droite. On vous décrit comme un homme qui est très à l'écoute des autres, un peu timide, mais en même temps assez sympathique. Vous avez la réputation d'un homme social doté d'un certain goût pour le dialogue, au point de passer parfois de très très longues heures en réunion. On m'a dit également, et vous me confirmerez, que vous avez quelques retards légendaires. Est-ce vrai? En tout cas ce matin, ça s'est amélioré. En tout cas ce matin, c'était absolument parfait. Vous étiez à l'heure. Donc c'est vrai que cette étiquette de patron humain vous colle pas mal à la peau. On dit également que vous êtes un petit peu susceptible, mais on met ça sur le compte de vos origines corses. Être un patron et avoir ce qualificatif de social est considéré souvent comme il ne saura pas faire face aux difficultés, les affronter et prendre les mesures nécessaires pour conduire l'entreprise dans un environnement extrêmement changeant. Cultures qui sont des cultures assez différentes. Comment les qualifier? J'insisterai plus sur l'aspect social. Bon, les Néerlandais sont des gens d'un pragmatisme solide. Ils sont beaucoup moins portés que les Français à la réflexion à 4 ans, 5 ans, 10 ans, 15 ans. Où allons-nous? C'est plus du court terme. Ils sont sur le court terme. Ils sont dans une culture, en tout cas avec KLM, de l'expérimentation. Ils ont une culture extrêmement efficace. Je prendrai un cas l'informatique. En informatique à Air France, tant qu'il n'est pas répondu à 100% des questions, les différents responsables cassent les pieds aux gens de l'informatique pour qu'on réponde à 100% des questions théoriques. Les Hollandais considèrent que qu'entre 95% des cas sont réglés, ça suffit, on y va, puis il y a 5% des cas, on verra ce qu'ils deviendront, c'est pas un sujet. Et donc ils ont une culture très forte de l'expérimentation, et quand ils se trompent, ils reviennent en arrière et ils changent rapidement. Tout ça se fait de manière extrêmement normale. Ils nous ont beaucoup appris. Nous, on leur a apporté l'inverse, qu'ils n'ont pas projeté, essayer de réfléchir, de défricher, de voir comment bâtir le futur avec d'autres. Ils ont une culture, je l'évoquais à travers la ponctualité, une religion des process. Alors c'est vraiment
le plus important, presque plus que la décision prise, c'est que les process soient respectés de manière scrupuleuse de A jusqu'à Z. Donc si une étape est ratée, c'est un drame. Et les process se traduisent dans des choses au fond assez simples qui nous ont appris, qu'on a été forcés, parce que sinon ils nous auraient pris pour des saltimbanques. Les réunions s'organisent. Dans une réunion, on ne parle que du dossier qui a provoqué la réunion, d'aucun autre. Et si elle est prévue démarrer à l'heure, elle démarre à l'heure. Si elle dure 1 heure, elle dure 1 heure. Et à la sortie, il y a un relevé de conclusion de la réunion. Donc un dossier préalable. Ça a changé quand même les choses beaucoup. En tout cas, je ne parlerai pas pour les autres entreprises françaises, mais pour Air France, ça les a profondément modifiés, donc ça nous a beaucoup apporté. Autre changement, alors qui est très intéressant, je ne sais pas si c'est néerlandais ou KLM, je ne connais pas suffisamment les Pays-Bas, même si je les connais mieux. Un management, je vais vous le dire à travers une anecdote. Je discutais avec mon homologue, le directeur général. Il n'y a pas de président directeur général aux Pays-Bas, il y a une dissociation conseil de surveillance et managing board, donc avec le CEO de KLM. Et on se voyait à échéance régulière pour dire bon, on est bien d'accord sur tel point, on considère que c'est réglé, on aborde d'autres sujets. C'est tout à fait. Et puis dans des réunions plus larges où il était entouré de ses collaborateurs, on revenait sur des points dont on avait dit 3 jours avant qu'ils étaient acquis. Et au début, je me suis dit, ce type est infernal, quoi. C'est pas travailler comme ça, s'il n'y a pas la parole donnée, qu'on ne la respecte pas. Et puis j'ai compris assez vite que le CEO aux Pays-Bas est un primus inter pares, et que le patron français qui dit « j'ai décidé, c'est comme ça », c'est impossible. Enfin, c'est impossible, c'est pas dans la culture en tout cas. C'est pas dans la culture. Et une fois que le CEO a une conviction, il doit la faire partager à son managing board, constitué de 3, 4 personnes. À l'époque, c'était 4 personnes à KLM. Et il doit user d'un pouvoir de conviction pour leur faire partager les idées qui sont les siennes. Un peu à l'instar des relations sociales aux Pays-Bas, finalement. Alors, à l'instar des relations sociales, mais ça va plus loin aux Pays-Bas. Ce que j'ai vu dans les réunions qui est très frappant, lorsque un responsable hiérarchique vient dans une réunion de travail, quel que soit le sujet, souvent sur les sujets importants, avec un collaborateur, c'est le collaborateur qui est en vedette. Ce n'est pas le patron. C'est exactement l'inverse de la version française, où c'est le patron qui parle, puis quand il ne sait plus, il se tourne vers son collaborateur qui est derrière ou à côté en disant « rappelez-moi le chiffre sur ceci ». Le patron met en scène son collaborateur, fait une courte introduction, et après c'est le collaborateur, à travers des délégations de responsabilités qui sont d'une extrême précision, et souvent sur des gens très jeunes, dont le travail n'est pas de se faire valoir lui, il est le patron, il n'a plus à se faire valoir, d'ailleurs puisqu'il s'est déjà fait valoir avant, il est de mettre en scène son collaborateur et de respecter la délégation de responsabilité qui lui a été confiée. Sur le plan social, là encore, il y a les textes néerlandais et puis il y a les pratiques d'entreprise. Textes néerlandais et pratiques d'entreprise ont développé une culture de KLM qui donne une place au comité d'entreprise, au Works Council, considérable. Dans la loi néerlandaise, les comités d'entreprise doivent, on leur soumet des projets, qui sont des projets Air France-KLM, la fusion, il faut au préalable recueillir l'avis du Works Council de KLM. Le problème, c'est que si cet avis est négatif, c'est le juge néerlandais qui tranche entre l'avis négatif exprimé par le Works Council et le projet de l'entreprise soumis au Works Council. Et je m'entends vous dire que lorsque vous êtes dans une fusion, se dire qu'on va passer 1 an et demi ou 2 ans devant le juge avant d'avoir la réponse, c'est évidemment impossible. Et donc en réalité, même si les textes ne disent pas ça concrètement, c'est un véritable pouvoir de veto sur les grandes décisions stratégiques dont sont dotés, je crois, tous les Works Council européens, notamment celui de KLM, où cette pratique d'interaction syndicat-direction a été extrêmement construite, riche et permanente au sein de l'entreprise. C'est assez proche du modèle de codétermination allemand. Oui et non, parce qu'en revanche, dans le système néerlandais, il n'y a jamais de représentant des salariés à l'intérieur des conseils d'administration. Le Works Council fait des propositions sur des gens qu'il souhaite voir nommer au conseil d'administration. Par exemple, au conseil d'administration de KLM, ce n'est plus le cas maintenant, un des représentants qui avait été suggéré, en fait, désigné par le Works Council, c'était l'ancien Premier ministre néerlandais Wim Kok. Wim Kok était administrateur de KLM sur proposition du Works Council, qui avait 3 propositions sur 9 membres, puisque le conseil d'administration était et est toujours de 9 membres. Et parmi ces 3 personnalités, mais ce sont des personnalités qui ne sont pas les personnalités élues comme en France, c'est les personnalités extérieures et qui sont les administrateurs totalement indépendants de l'entreprise, mais proposés. Donc ils n'ont pas cette logique allemande de la codétermination. En revanche,
au niveau des comités d'entreprise, il y a ces pouvoirs qui sont des pouvoirs extrêmement forts, qui sont donnés aux comités d'entreprise. Et puis un dialogue très stratégique quand même. C'est un endroit extrêmement stratégique, et là, ça nous a beaucoup appris aux uns et aux autres, mais notamment aux syndicats d'Air France. Les syndicats néerlandais, pour ceux qui les ont pratiqués, ne sont pas extrêmement faciles. Je pense qu'ils sont même parfois beaucoup plus difficiles que les syndicats français. Mais dans une organisation du dialogue social avec ses rugosités et ses rudesses, où on recherche inlassablement, et sans passer par l'étape de la grève, le point de compromis acceptable entre ce que souhaite la direction et ce que les syndicats acceptent. Et donc il n'y a jamais, dans le dialogue social, ou très rarement ça arrive, mais c'est vraiment très très rare, je pense que les pilotes des KLM ont dû faire grève une fois depuis 1919, vous voyez, ce n'est pas tout à fait la tradition française. Et donc on se donne du temps pour trouver le point d'équilibre dans une extrême franchise de rapport et d'échange d'informations réciproques. Et on le fait d'autant plus qu'ensuite la qualité de l'information réciproque, qui est entre l'entreprise et ses dirigeants et les syndicats, est soumise au contrôle du juge. Si le syndicat dit niet, si le Works Council dit niet, à ce moment-là c'est le juge qui juge de la qualité de l'échange entre les uns et les autres, et s'il a été répondu à l'ensemble des questions posées par les syndicats. Donc un modèle très particulier qui nous donne une place très forte aux syndicats, aux comités d'entreprise, et qui, je pense, je ne sais pas si elle a inspiré, mais a modifié les attitudes syndicales, pas tous les syndicats, mais un certain nombre de syndicats d'Air France qui ont vu qu'on pouvait faire du dialogue social, être rugueux sur le fond, tout en étant très respectueux des délais de négociation nécessaires sur la forme, et ne pas passer par l'arme de la grève pour créer un rapport de force, comme c'est trop souvent, ou comme c'était trop souvent la tradition française. Et vous avez également insisté sur le fait qu'il y avait un grand respect des règles de confidentialité. C'est quelque chose qui vous a beaucoup... Ah oui, écoutez, le Works Council de KLM sur la fusion envisagée entre nous a dû être consulté par KLM, c'est 40 personnes, hein, c'est considérable. Ça aurait pu fuiter. A dû être consulté au moins 1 an et demi avant l'annonce. Et il y a eu 0 fuite. Il y a eu des fuites dans les 3 dernières semaines qui, comme toujours, venaient des banquiers d'affaires, mais pas du tout des syndicats de KLM. Donc ils ont des responsabilités, mais il y a des règles du jeu qui sont strictement appliquées par eux. Et ils ne communiquent même pas à leurs syndicats. Là, ils sont évidemment élus par des syndicats, mais ils sont membres du Works Council, et à ce titre, étant détenteurs d'informations importantes, privilégiées parfois, ils n'ont pas le droit de les communiquer aux responsables syndicaux des syndicats dont ils sont l'émanation. Et ils le respectent ça de manière absolument scrupuleuse. En tout cas, dans le cas que j'ai vécu. Autre singularité, il y a eu un compromis entre partenaires sociaux sur le niveau de précarité acceptable pour faire face aux besoins en recrutement. Oui, alors ça, c'est une pratique néerlandaise qu'ils appellent la flexible layer. Je ne sais pas comment ils l'appellent en néerlandais, mais en anglais, ils l'appellent comme ça. Et donc, c'est dans les entreprises, je suppose, soumis à des variations liées au cycle économique violentes, comme les transports aériens, les besoins permanents de l'entreprise sont évalués, dans ce qu'on a après chez nous un exercice de GPEC, et ensuite ces besoins permanents sont partagés en gros à 90% sur des contrats à durée indéterminée et 10% sur des contrats à durée déterminée, de telle sorte, pour faire en sorte qu'en cas de retournement brutal de conjoncture, l'entreprise puisse très rapidement adapter les effectifs de l'entreprise à la réalité de la conjoncture à travers cette flexible layer, enfin le nom indique bien ce qu'elle est, qui permet de faire respirer l'entreprise sans passer par la case des plans sociaux. Comme ça. Alors ça, c'est une tradition néerlandaise, c'est dans le code du travail néerlandais, d'avoir on couvre les besoins pendant l'entreprise, dans les entreprises notamment cycliques, par des gens en contrat à durée indéterminée et des gens en contrat à durée déterminée. Et dans toutes les crises qu'a traversé KLM, parfois ça n'est pas suffisant, mais dans la crise récente, l'évolution importante des effectifs de KLM, 2000 personnes sur à peu près 30 000, s'est fait à travers cette flexible layer, sans avoir à négocier avec les syndicats un traitement particulier, puisque ça avait été fait avant. Et c'est évidemment un des points très importants en négociation direction-syndicat que l'ampleur de cette flexible layer pour faire face à ces ajustements conjoncturels.